Pensez à ce que cela représente vraiment de jouer au football pour son pays. Des années d'entraînement, des années de sacrifice, des années de tours de qualification. Puis imaginez avoir traversé tout cela, être arrivé sur la plus grande scène de ce sport et vous entendre dire que vous devez dormir dans un autre pays que celui où se jouent tant vos matchs. Ce n'est pas de la fiction. C'est ce que vit en ce moment l'équipe nationale d'Iran à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, un tournoi présenté au monde comme la plus grande fête sportive que l'humanité puisse offrir, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et une équipe qui a gagné sa place ici exactement comme toutes les autres sélections est traitée d'une manière qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de cette compétition. Reprenons depuis le début et posons le tableau complet, parce que cette histoire n'a pas commencé le jour du match. Elle a commencé des mois plus tôt, lorsque les tensions entre les États-Unis et l'Iran, déjà dangereusement fortes, ont pris une dimension bien plus grave. Le 28 février, l'administration Trump a lancé des frappes militaires contre l'Iran, visant ce que des responsables américains ont présenté comme des infrastructures nucléaires. Le conflit a été bref, mais il ne s'est pas terminé proprement. Un accord de cessez-le-feu a finalement été négocié à la fin du printemps. Mais les débris politiques, eux, sont restés. Et la Coupe du Monde, qui devait déjà placer les drapeaux américains et iraniens dans le même stade, est soudain devenue un fil sous tension que personne ne savait vraiment comment manipuler. La FIFA naviguait dans ce champ de mines depuis des mois. Dès le mois de mars, son président, Gianni Infantino, s'est présenté devant les caméras et a prononcé les 4 mots que la Fédération iranienne de football avait besoin d'entendre. L'Iran sera à la Coupe du Monde. Il a tenu parole. En mai, il a rencontré des responsables iraniens à Istanbul et son entourage a décrit les discussions comme excellentes et constructives. En coulisses, de vraies questions se posaient. Les visas seraient-ils délivrés? L'équipe pourrait-elle seulement entrer sur le territoire américain? Toute cette situation finirait-elle par forcer la FIFA à déplacer les matchs de l'Iran vers des sites mexicains ou canadiens? Cela n'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé, en revanche, est sans doute encore plus complexe. L'Iran a pu jouer aux États-Unis, mais dans des conditions qu'aucune autre nation n'a été contrainte d'accepter. Le camp de base initial de l'équipe, à Tucson, en Arizona, a été abandonné après le début du conflit militaire. La sélection s'est entièrement installée à Tijuana, au Mexique, de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté d'un poste de contrôle international, de l'autre côté de tout ce qui sépare deux pays sans relations diplomatiques et dont l'histoire commune compte des prises d'otages, des assassinats et la guerre. C'est devenu son domicile pendant la Coupe du Monde. Et depuis cette base, l'équipe s'est vue accorder une fenêtre d'entrée aux États-Unis qui paraîtrait absurde si on l'énonçait à voix haute dans n'importe quel autre contexte sportif. Arriver au plus tôt 24 heures avant le coup d'envoi. Repartir le jour même de la fin du match. C'est tout. Pas de journée supplémentaire pour s'entraîner sur la pelouse, pas de temps pour s'adapter au climat, pas de marge de récupération avant le prochain déplacement. Chaque match de Coupe du Monde signifie traverser 2 fois une frontière internationale. Entrer, jouer, sortir, recommencer. Voici pourquoi cela compte au-delà du simple désagrément. Le propre règlement de la FIFA, plus précisément l'article 18.3 des standards opérationnels de la Coupe du Monde, stipule que les équipes doivent se déplacer de leur camp de base vers le lieu du match un jour avant la rencontre et peuvent, dans des cas exceptionnels, voyager 2 jours avant. L'Iran a demandé ce deuxième jour la disposition prévue pour les cas exceptionnels avant son match contre la Belgique. Le staff technique avait préparé un plan complet. Il l'avait soumis largement à l'avance. La demande en salle a été refusée. L'entraîneur Amir Ghalenoei a ensuite expliqué aux journalistes que la FIFA avait même évoqué la possibilité d'un départ le vendredi pour le match du dimanche, exactement ce que l'Iran réclamait, mais cela ne s'est jamais concrétisé. L'équipe a finalement voyagé le samedi après-midi. Pas de véritable séance d'entraînement, pas de préparation réelle. Seulement un passage de frontière et un trajet en bus. Ghalenoei s'est montré prudent dans ses premières déclarations publiques, s'en tenant surtout au vocabulaire de la procédure et de l'équité. Mais la frustration a fini par percer. Il a qualifié l'Iran d'équipe la plus opprimée de la Coupe du Monde, une formule qui serait saisissante dans la bouche de presque n'importe quel autre entraîneur, dans presque n'importe quel autre contexte. Quand un sélectionneur, en pleine Coupe du Monde, utilise le mot « opprimé » pour décrire la manière dont sa propre équipe est traitée par les organisateurs du tournoi, ce n'est pas une plainte, c'est un verdict. L'attaquant Mehdi Taremi, qui a joué au plus haut niveau du football de clubs européens, l'a résumé encore plus brièvement. Il a dit que tout ressemblait à une catastrophe. Et il ne s'agissait pas seulement des déplacements.
Avant même le début du tournoi, le contingent officiel de billets attribué à l'Iran pour son premier match a été discrètement retiré dans les jours qui ont précédé la rencontre. Des supporters munis de billets légitimes, des fans qui avaient organisé leur voyage depuis différentes parties de la diaspora pour voir leur équipe, se sont présentés aux portes du stade et ont été laissés dehors. Aucune explication claire, aucun véritable processus d'indemnisation. Plus rien. Et à cela s'est ajoutée une déclaration publique de la secrétaire américaine à la sécurité intérieure le matin du match contre la Belgique, affirmant que si la plupart des équipes de Coupe du Monde voyagent avec des délégations d'environ 120 personnes, les États-Unis n'avaient accepté que 53 membres de la délégation iranienne parce que les autres auraient prétendument des liens avec le corps des gardiens de la révolution islamique. La Fédération iranienne de football a répliqué dans l'heure. Elle a qualifié ces accusations de fausses, fabriquées et totalement infondées, a décrit une accusation précise comme un mensonge pur et indéniable, et a accusé les autorités américaines d'utiliser cette affirmation comme couverture pour ce qui était, en réalité, une discrimination politique directe. C'est là que l'histoire cesse d'être un différend d'administration sportive, pour devenir le reflet de forces beaucoup plus vastes, car il faut comprendre qui regarde ce tournoi depuis l'extérieur. La diaspora iranienne de Los Angeles constitue la plus forte concentration d'Iraniens en dehors de l'Iran lui-même. Les estimations la situent entre 500 000 et 1 million de personnes, dont beaucoup ont quitté le pays après la révolution islamique de 1979 et dont beaucoup ont des proches emprisonnés, torturés ou tués pour avoir parlé contre le régime qui gouverne le pays depuis lors. Pour ces communautés, le drapeau pré-révolutionnaire au lion et au soleil, le drapeau de l'Iran d'avant la Révolution, n'est pas un accessoire politique. C'est un symbole d'identité, de mémoire, de deuil et de résistance. C'est la façon la plus directe de dire « nous sommes Iraniens » et le gouvernement de Téhéran ne parle pas en notre nom. La FIFA a inscrit ce drapeau sur sa liste des symboles interdits avant le tournoi, le classant comme symbole politique au regard de ses règles prohibant l'expression politique dans les enceintes sportives. Un groupe de militants irano-américains a contesté cette interdiction devant la Cour supérieure de Los Angeles, en soutenant qu'il s'agissait d'une expression politique protégée et que la FIFA n'avait pas le droit de la réprimer dans un stade américain. Un juge a confirmé l'interdiction. La FIFA est donc arrivée au match contre la Belgique avec son interdiction officiellement maintenue et un dispositif de sécurité renforcé pour la faire appliquer par des contrôles supplémentaires à chaque entrée. Chaque supporter a été fouillé. Pas pour des armes, pour du tissu. Cela n'a pas fonctionné. Au coup d'envoi au Sophie Stadium, le lion et le soleil étaient ornés partout. Sur des banderoles, sur des maillots, drapés sur des sections entières. Un responsable du stade aurait même laissé échapper la faille auprès d'un supporter. Vous pouvez porter le drapeau parce qu'il devient alors un vêtement. Vous ne pouvez pas l'afficher. Alors les gens sont devenus le drapeau. Ils l'ont enroulé autour de leurs épaules. Ils l'ont cousu sur leur tenue. La FIFA a interdit un morceau de tissu et une foule de 70 000 personnes a trouvé le moyen de contourner l'interdiction en moins de 20 minutes. Lorsque l'hymne de la République islamique d'Iran a retenti, il a été noyé dans le bruit. Les huées étaient assourdissantes. Pour la deuxième Coupe du Monde consécutive, la première étant celle du Qatar en 2022, l'hymne national iranien a été accueilli non par la fierté, mais par la protestation venue des tribunes. C'est devenu un rituel d'un autre genre. Un supporter a brandi une pancarte faite à la main sur laquelle on pouvait lire « Où est Rached Mazaheri ?» Ce nom est celui de l'ancien gardien de l'équipe nationale iranienne, qui, selon des militants iraniens et des organisations de défense des droits humains, a été arrêté par les gardiens de la Révolution en janvier après avoir parlé publiquement de la répression gouvernementale contre les manifestants. Cette pancarte rappelait, au milieu du plus grand événement sportif de la planète, que les enjeux autour de cette équipe ne sont pas seulement sportifs. La réponse de la FIFA à tout cela a été de traiter les supporters qui protestaient comme le problème. Un homme portant un maillot de l'Iran a été arrêté et escorté hors du stade pendant le match. Au coup de sifflet final, un autre supporter, portant un t-shirt au drapeau pré-révolutionnaire, a été interpellé pour avoir tenté d'entrer sur la pelouse. Un reporter présent sur place a vu un fan impliqué dans une altercation être chargé dans une ambulance. Et des militants iraniens présents dans le stade ont rapporté un élément particulièrement troublant. Tandis que les supporters opposés au régime étaient arrêtés, fouillés et expulsés, ceux identifiés comme favorables au gouvernement de la République islamique étaient laissés passer avec un contrôle minimal. La FIFA n'a pas répondu publiquement à cette affirmation précise.
Quels que soient les détails exacts de ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, l'image qui s'en est dégagée était claire. Un tournoi qui se vend comme le rassemblement du monde, qui fait de l'unité et de l'humanité partager sa marque, fouillait à l'entrée les membres d'une communauté persécutée à cause du drapeau de l'histoire de leur propre pays. L'organisation qui dirige le football mondial faisait, de fait, du maintien de l'ordre pour le compte d'un gouvernement qu'une grande partie du public présent dans les tribunes avait fui. La Fédération iranienne de football a fait ce que les fédérations ne font presque jamais pendant une Coupe du Monde en cours. Elle est sortie entièrement sur la place publique et a choisi l'offensive. Elle a annoncé une plainte officielle auprès de la FIFA, affirmant dans sa communication que les restrictions imposées à son équipe sont incompatibles avec le principe selon lequel des conditions égales doivent être garanties aux équipes participantes. Ce cadrage est important. La plainte vise la FIFA, pas le département d'État américain, pas la sécurité intérieure, pas l'administration Trump. La cible est l'organisation qui possède ce tournoi, qui a attribué les droits d'organisation aux États-Unis au départ et qui est contractuellement tenue de garantir l'égalité compétitive entre les 64 nations participantes. L'argument de l'Iran va droit au cœur du sujet. Cette garantie n'a jamais été assurée. L'ailier Alireza Jahanbakhsh l'a dit en une phrase qui aurait dû clore le débat. Nous ne demandons pas grand-chose, nous demandons simplement la même procédure que pour les 47 autres équipes. La même procédure. Ce n'est pas une exigence radicale. Ce n'est pas de la politique. C'est le seuil minimal d'une compétition équitable. Et c'est apparemment la seule chose que la FIFA n'a pas été capable d'offrir à cette sélection en particulier. Cela n'est pas sorti de nulle part. Le contexte compte énormément. C'est la même Coupe du Monde où un arbitre désigné par la FIFA s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis malgré des documents et une accréditation officielle de la FIFA. Lorsque des journalistes ont interrogé Infantino à ce sujet, il a répondu en demandant aux gens de se calmer et de se détendre. Ce sont ses mots exacts. L'arbitre a été remplacé, la situation a été gérée discrètement et l'histoire s'est effacée. C'est aussi le même tournoi où des supporters de plusieurs nations ont essuyé des refus de visa et n'ont pas pu assister aux matchs de leur propre équipe, où les restrictions de voyage du gouvernement américain ont croisé à plusieurs reprises les opérations du tournoi, d'une manière que la FIFA n'a jamais semblé avoir de plan clair pour gérer. Ce ne sont pas des incidents isolés, ils forment un schéma. Et l'Iran se trouve au centre de ce schéma de la manière la plus visible et la plus dommageable. Gianni Infantino, de son côté, a joué la carte de la visibilité. Il s'est rendu dans le vestiaire iranien avant le premier match de l'équipe. Il a posé pour des photos, il les a publiées, il a présenté le rôle de son organisation comme la preuve que le sport pouvait dépasser la politique, que la FIFA avait travaillé dur en coulisses pour rendre possible la participation de l'Iran et que cela méritait d'être célébré. Les critiques, nombreux, ont souligné la différence entre célébrer le fait qu'une équipe ait réussi à participer à un tournoi et s'assurer réellement que cette équipe puisse concourir dans des conditions équitables. L'un relève de l'occasion photo, l'autre relève de la gouvernance. Au 22 juin, le classement du groupe G montre à quel point la situation de l'Iran est devenue remarquable malgré tout. L'Égypte est en tête avec 4 points après une victoire et un match nul. L'Iran et la Belgique sont à égalité avec 2 points chacun après 2 matchs nuls chacun. La Nouvelle-Zélande ferme la marche avec 1 point. Le dernier match de groupe de l'Iran se jouera contre l'Égypte le 27 juin au Lumen Field de Seattle. Un nul suffirait presque certainement pour se qualifier. Une victoire garantirait la qualification. L'équipe qui dort au Mexique traverse des frontières pour jouer, gère des arrestations de supporters, des plaintes officielles, des conférences de presse qui ressemblent à des incidents diplomatiques et une interdiction de drapeau appliquée par des agents de sécurité fouillant les gens aux portes. Cette équipe est à 90 minutes d'atteindre pour la toute première fois de son histoire la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. Pensez à ce que cela signifierait. L'Iran a participé à 6 Coupes du Monde depuis 1978. Il n'a jamais dépassé la phase de groupe. Jamais. À chaque fois, il est rentré chez lui après 3 matchs. Cette année, dans les conditions les plus hostiles subies par une équipe dans ce tournoi, l'Iran a arraché un nul contre la Nouvelle-Zélande lors du week-end d'ouverture, puis, après être entré dans le pays la veille du match, après le rejet de ses plans de préparation, après que son hymne a été hué par sa propre diaspora, il a tenu en échec une Belgique réduite à 10, sur un score nul et vierge. Le gardien Alireza Beiranvand a réalisé 7 arrêts. Un but de Taremi a été refusé pour un hors-jeu d'une marge infime.
Pendant quelques heures, ce jour-là, l'Iran a occupé la tête du groupe G, au point, à la différence de but. L'équipe la plus opprimée de la Coupe du Monde l'a dominée. Jahanbakhsh a donné l'explication qu'aucun communiqué de presse de la FIFA ou du gouvernement américain ne pourrait égaler. Dans une situation difficile, a-t-il dit, nous sommes meilleurs. Cela fait partie de notre culture. Les habitants de Tijuana, pour ce que cela vaut, ont répondu à la présence de l'Iran dans leur ville d'une manière qui contraste fortement avec l'accueil que l'équipe a reçu au niveau officiel. Les joueurs racontent qu'ils marchent dans la ville et sont arrêtés par des habitants qui les saluent avec chaleur. Une phrase serait devenue courante partout où l'équipe apparaît. Iran hermano, ya eres mexicano. Frère iranien, tu es mexicain maintenant. C'est le genre de phrase qui n'entre pas dans un communiqué officiel de la FIFA, mais qui compte probablement davantage pour un groupe de joueurs obligés de dormir loin de chez eux que n'importe quelle déclaration sur l'égalité compétitive. Avant de quitter Los Angeles, après le match contre la Belgique, l'équipe iranienne a écrit quelque chose sur une feuille de papier et l'a laissé dans son vestiaire. C'était un message adressé à la ville. Les joueurs ont remercié Los Angeles pour son hospitalité. Ils ont dit être venus avec fierté, avoir combattu avec honneur et repartir avec dignité. Et à la fin, ils ont écrit une phrase qui, compte tenu de tout ce qui entoure leur parcours dans ce tournoi, porte un poids qui dépasse largement le football. Que la paix, le respect et l'amitié prévalent entre toutes les nations. Une équipe traitée comme un risque pour la sécurité, dont les supporters sont fouillés aux portes, qui traversent des frontières internationales pour jouer des matchs, qui déposent des plaintes officielles contre l'organisation qui dirige ce sport, a laissé un message sur l'amitié entre les nations. Les dimensions politiques de cette affaire dépassent largement le règlement de la FIFA. Le fait que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ait tenu assez longtemps pour que ce tournoi puisse se dérouler est, selon certains récits, en partie le résultat d'un travail en coulisses mené par des responsables de la FIFA et des diplomates du sport, qui ont soutenu auprès des deux gouvernements que la Coupe du Monde pouvait servir de moment de désescalade, plutôt que de confrontation. Que cet argument tienne ou non dépend entièrement de ce que l'on a vu ces dernières semaines. Ce qui s'est joué à Los Angeles ressemblait moins à une désescalade qu'à la gestion contenue d'une situation qui allait, d'une manière ou d'une autre, finir par exploser. La grande question qui plane au-dessus de tout cela est précisément celle que la FIFA ne veut pas voir poser trop fort. Lorsqu'une organisation attribue les droits d'accueil à un pays et que les décisions politiques de ce pays créent des conditions qui empêchent certaines nations participantes de se préparer et de concourir à égalité, qui est responsable ? La FIFA est-elle exemptée de cette responsabilité parce que les politiques viennent d'un gouvernement et non du football, ou le fait d'accepter les revenus de l'organisation et d'associer son image à un pays implique-t-il d'assumer la responsabilité de ce que les politiques de ce pays font à la compétition que l'on est censé protéger ? La fédération iranienne a donné sa réponse à la FIFA par écrit. La plainte dit directement que l'organisation qui dirige ce tournoi n'a pas garanti des conditions égales, pas le gouvernement américain. La FIFA. À ce jour, ni la FIFA ni la sécurité intérieure américaine n'ont publié de réponse publique à cette plainte. Ce silence est assez remarqué. Dans les médias sportifs à travers l'Europe, dans la presse irano-américaine et sur les plateformes sociales, le récit dominant n'est pas celui d'une FIFA maîtrisant avec habileté et nuance une situation géopolitique délicate. C'est celui d'une institution qui a encaissé des centaines de millions de dollars pour organiser un tournoi dans un pays hôte politiquement chargé, a dit à une équipe aux implications sécuritaires profondes de se débrouiller et regarde maintenant les conséquences de se dérouler en temps réel, sans plan apparent au-delà de l'espoir que la phase de groupe se termine avant que l'histoire ne devienne trop bruyante. L'Iran affrontera l'Égypte vendredi soir à Seattle. Ce sera son 3e aller-retour transfrontalier de ce tournoi. Les joueurs voyageront la veille, comme cela leur est permis. Ils essaieront de se préparer dans les heures qui leur seront accordées. Et s'ils obtiennent le résultat dont ils ont besoin, ils deviendront la première équipe iranienne de l'histoire de la Coupe du Monde à atteindre la phase à élimination directe, non pas parce que la FIFA leur aura facilité la tâche, non pas parce que le pays hôte les aura accueillis, mais parce que les joueurs de cette sélection auront refusé de laisser tout cela les briser. Voilà l'histoire que la FIFA préférerait vous voir oublier. Une équipe qui a toutes les raisons institutionnelles d'être démoralisée, qui joue le meilleur football de l'histoire iranienne en Coupe du Monde et qui transporte avec elle, à travers chaque poste frontière et chaque porte hostile, un message manuscrit de paix et d'amitié laissé dans un vestiaire de Los Angeles.
Que cela vous mette en colère contre le système ou vous émeuve pour les joueurs dépend probablement de votre point de départ. Mais quelle que soit votre réaction, ce qu'il faut retenir est ceci. Le résultat sur le terrain, quel qu'il soit, aura été obtenu malgré l'organisation dont toute la mission était de rendre la compétition équitable. Et ce n'est pas une petite note de bas de page dans l'histoire de la Coupe du Monde 2026, c'est l'histoire.